Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Etc., votre talk mensuel pour évoquer l'actualité, les sujets de fond du monde notarial. Et aujourd'hui, notre thème, la production du terrain à bâtir. Car c'est vrai qu'entre un droit à l'urbanisme qui évolue, une mise en œuvre de la trajectoire ZEN, le zéro artificialisation nette, eh bien, trouver du terrain à bâtir s'apparente de plus en plus à une gageure. Et puis, le législateur, dans ces conditions, entend limiter, voire même parfois interdire l'étalement urbain, car le foncier est devenu effectivement de plus en plus rare. Tout propriétaire d'un terrain pourrait donc être, et c'est logique, tenter de le diviser pour le vendre en terrain à bâtir. Mais c'est alors que se pose la question du lotissement et de l'amateur au professionnel, les mêmes contraintes s'imposent à tous au regard du droit de l'urbanisme. Aujourd'hui, dans Etc., regard croisé sur le lotissement entre juridique et fiscal. Samantha et Yvon, bonjour. Vous allez bien ? Oui, bien. La forme ? Très bien. Merci de nous accompagner aujourd'hui. Vous allez apporter vos éclairages donc, sur ce sujet. Samantha, vous êtes responsable du pôle immobilier au Cridon Ouest. Et Yvan, vous êtes responsable du pôle affaires à ce même Cridon Ouest. Bienvenue en tout cas sur ce plateau. Première question pour vous d'abord, Samantha, qui est extrêmement simple. De quoi parle-t-on quand on évoque le lotissement ? Alors, le lotissement, on l'imagine habituellement comme l'ensemble pavillonnaire avec sa petite voie et son espace vert. Oui, un grand classique. c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, un grand classique. Mais la notion a évolué parce que depuis le 1er octobre 2007, on parle d'un lotissement à partir du premier détachement d'un terrain à bâtir. Donc aujourd'hui, l'idée du lotissement, ça va d'un simple terrain à bâtir, tout seul, détaché d'une propriété, à l'ensemble pavillonnaire que l'on connaît habituellement. Donc c'est vrai que ça ouvre un panel assez large. Et le lotissement, il est réglementé par le Code de l'urbanisme ? Il est réglementé par le Code, il est même réglementé depuis bien avant le Code de l'urbanisme, puisque la première réglementation, c'est 1919, donc ça remonte à très très loin. Donc si on réalise un lotissement, Code de l'urbanisme. Voilà, Code de l'urbanisme. Aujourd'hui, avec une autorisation qui est obligatoirement nécessaire, aujourd'hui on a un double régime d'autorisation, déclaration préalable ou permis d'aménager. Avec une définition qui considère comme un lotissement le détachement d'un seul terrain à bâtir, on est d'accord ? C'est ça, c'est la définition aujourd'hui la plus simple. Elle a été simplifiée au fur et à mesure des réformes. Aujourd'hui, là, on a vraiment une version extrêmement simple. Dès le premier détachement, on est en lotissement. Est-ce que le Code de l'urbanisme, il fait une différence entre les particuliers, les professionnels et les collectivités locales aussi ? On n'a aucune. Alors, aucune, presque. Il y a une petite exception. Une petite exception qui concerne simplement, dans le cas de la commercialisation, on a un mécanisme particulier en cas de différés de travaux de finition et les collectivités territoriales, les seules collectivités territoriales sont exonérées de fournir une garantie, mais c'est la seule exception qui peut exister, la seule petite nuance. Pour le reste, tout le régime s'applique. Et tout le monde est logé à la même enseigne, même sur les sanctions, c'est pareil. Tout le monde est logé à la même enseigne sur la réglementation qui est d'ordre public et sur les sanctions pénales et civiles qui en résultent en cas de non-respect. Yvan, c'est quoi le régime finalement de TVA de la vente d'un lot de lotissement ? En fait, en matière de TVA, la vente du lot de lotissement va suivre le régime de la vente d'un terrain à bâtir. Et le principe, c'est qu'un terrain à bâtir vendu par un assujetti agissant en tant que tel, et la vente est obligatoirement soumise à TVA, soit sur prix, soit sur la marge. Donc c'est soumis à TVA de plein droit, dans la mesure où ça porte sur un terrain à bâtir. À quoi ça correspond cette notion de terrain à bâtir en matière de TVA précisément ? Donc précisément sur le plan fiscal, il y a une définition spécifique fiscale en matière de TVA. C'est un terrain qui est situé en zone constructible au regard des règles de l'urbanisme, en général zone urbaine ou à urbaniser, et qui ne comporte pas déjà des constructions. Si un terrain comporte déjà une construction, mais une toute petite, il ne pourra pas être considéré comme terrain à bâtir au titre de la TVA. Et on regarde la qualification du terrain à la date de la vente, le fait générateur de la TVA. Donc un particulier qui se livre finalement à une opération de lotissement, il devra aussi se soumettre, en tout cas soumettre ses ventes à la TVA. C'est là où il y a une particularité, parce que tout à l'heure je vous parlais de vente réalisée par un assujetti agissant en tant que tel. Un assujetti, c'est quelqu'un qui exerce une activité économique de manière indépendante, donc en principe les particuliers ne sont pas assujettis. Mais il y a des exceptions.
Et notamment le Il y en a cas... toujours, hein. Oui, c'est ça, en droit toujours. Le cas où le particulier a une intention spéculative, donc il a acheté les terrains spécifiquement dans l'intention de les diviser et de les revendre. Dans ce cas-là, il sera considéré comme assujetti. Et de même, s'il se livre à ce qu'on appelle des démarches actives de commercialisation, ce qui a été défini par la jurisprudence, notamment par exemple le fait de faire appel à un bureau de vente, c'est le fait d'utiliser des moyens qui le placent en concurrence directement avec des professionnels de l'immobilier. Est-ce qu'il y a des contraintes qui s'imposent à un lotisseur, Samantha? Alors, au regard de l'urbanisme, oui, et c'est bien là la difficulté, c'est que être lotisseur au regard de l'urbanisme, c'est être dans l'obligation, a priori, de viabiliser, alors je vais utiliser le terme encore ici, j'y reviendrai plus tard, viabiliser les terrains. Donc ça, c'est la première contrainte, parce que la viabilisation, ça a un coût. Vous devez vous raccorder au réseau eau, électricité, un accès à la voie publique et réaliser le réseau d'assainissement. Forcément, ça a un coût. Donc ça, c'est la première contrainte qui a des conséquences sur la commercialisation, puisque en matière de lotissement, c'est la deuxième contrainte, la conséquence. Vous ne pourrez pas vendre tant que les travaux ne seront pas réalisés, achevés ou garantis. C'est forcément la charge du lotisseur ou pas? C'est toujours à la charge du lotisseur. À partir du moment où il est dans l'obligation de réaliser ses travaux, c'est nécessairement sur sa tête. Il ne pourra pas les faire supporter à son acquéreur. De toute façon, il va être coincé puisqu'il ne peut pas vendre s'il ne réalise pas ses travaux. Donc revenons sur la viabilisation. Est-ce que cette notion de viabiliser, pas viabilité, viabiliser, elle existe dans le droit de l'urbanisme? Non, alors c'est la bizarrerie, une des bizarreries du code. Nous n'avons pas de définition du lot de lotissement, déjà. On ne nous dit pas qu'un lot de lotissement est un terrain viabilisé, et le terme viabilisé n'est même pas utilisé dans le code. Chez nous, ça n'existe pas. C'est ici qu'on revient à la notion... Alors, en urbanisme, on parle de terrain constructible, alors qu'en droit fiscal, on a la qualification de terrain à bâtir. Nous, c'est constructible, et nous, un terrain est constructible s'il est simplement desservi par les réseaux. Desservi par les réseaux, il faut juste que le réseau soit à moins de 100 mètres. Ah, c'est moins de 100 mètres. Au-dessus, Voilà. c'est quoi? C'est du raccordement? Et non. Au-dessus, c'est non desservi, donc non constructible. Voilà, terminé. Si le réseau public est à plus de 100 mètres, le terrain est inconstructible, c'est terminé. Donc, le terrain est desservi, il est constructible, mais quand on est avec un lotisseur, lui peut être dans l'obligation de raccorder le terrain, c'est-à-dire amener le réseau jusqu'au droit du terrain. Et c'est là qu'on parle d'un terrain raccordé, non pas desservi. Et c'est là qu'on peut dire qu'on parle d'un terrain viabilisé. Normalement, viabilisé, ça se rapproche de terrain raccordé, c'est-à-dire au droit du terrain. Et quand la viabilisation elle est obligatoire, est-ce que le lotisseur peut se dispenser de la réalisation? Non, c'est impossible. J'ai tout essayé, mais non. Non, toujours pas. Ça ne veut pas. Les lotisseurs essayent. Ils ont, voilà, il y a eu beaucoup d'imagination, et c'est à cause de cette contrainte particulière que on a eu dans l'histoire, des essais de contourner le régime. Pourquoi on essaie de contourner le régime du lotissement? Souvent, c'est pour ne pas avoir à réaliser cette viabilisation qui a un coût. Il faut avoir les moyens de la faire. Il faut avoir les moyens de la faire, exactement. En tout cas, c'est un enjeu majeur dans le régime des lotissements. C'est un enjeu prioritaire dans le régime des lotissements. Yvan, la viabilisation des lots par un lotisseur particulier, ça a un impact aussi pour le régime de TVA de la vente? Tout à fait, oui. Tout à l'heure, je vous parlais de démarche active de commercialisation. Et quand un particulier se livre à la viabilisation de l'eau, si les travaux de viabilisation sont très importants, le Conseil d'État a jugé que le seul fait de procéder à ces travaux de viabilisation pouvait suffire à caractériser la qualité d'assujetti et des démarches actives de commercialisation. Donc on a un arrêt, notamment au Conseil d'État du 9 juin 2020, dans un cas où les travaux de viabilisation, représentaient 40% du prix de vente de terrain. Et donc, dans ce cas-là, la personne a été reconnue comme assujettie. Un autre arrêt de décembre 2021 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui a là aussi reconnu la qualité d'assujetti dans le cas où, pour un vendeur, les travaux représentaient 39% du prix de vente et pour un autre, 30%. Par contre, on n'a pas de chiffre précis qui est fixé par l'administration fiscale. Pour l'instant, c'est juste des indications au niveau de la jurisprudence. Mais ça peut suffire, en tout cas, à qualifier la personne d'assujettie et à soumettre la vente à TVA. Est-ce que ça entend, on peut quand même signer un avant-contrat tant que les travaux ne sont pas achevés ou garantis?
Alors, on a un aménagement dans le texte. L'idée derrière est très simple, c'est de venir dire que l'acquéreur ne peut pas être engagé à partir du moment où l'objet de la vente n'existe pas. Un lot de lotissement, a priori, c'est un terrain raccordé. Donc, tant que l'objet, on ne peut pas l'engager. Le choix qui a donc été fait par le législateur, c'est la promesse unilatérale de vente. Donc, c'est le vendeur qui s'engage à vendre. Et cette promesse unilatérale de vente, elle est un peu particulière parce que on lui fait, elle porte donc sur un terrain, et on lui accole un délai de rétractation. C'est-à-dire que ce bénéficiaire de la promesse bénéficie aussi d'un délai de rétractation de 10 jours, ce qui est une exception, parce que normalement, le délai de rétractation en droit commun, c'est pour la vente d'un immeuble d'habitation. Là, un terrain, il n'est pas encore à usage d'habitation. Et pour autant, on a un cas particulier de délai de rétractation. Donc, cette promesse unilatérale de vente, entre le permis d'aménager et le moment où les travaux sont achevés ou garantis, c'est le seul avant-contrat qui peut être régularisé. Très clair. Yvan, comment un lotisseur particulier, lui, sera imposé au titre de l'impôt sur le revenu? En fait, ici, ça va dépendre des circonstances dans lesquelles le lotissement est réalisé et notamment de l'existence d'une intention spéculative. Donc, intention spéculative, c'est-à-dire au moment où la personne a acquis le terrain avant de le diviser, elle avait déjà l'intention de le diviser et de le revendre. Donc, s'il n'y a pas d'intention spéculative, notamment si la personne avait acquis le terrain à titre gratuit, par donation ou par succession, dans ce cas-là, il va être imposé sur le régime des plus-values immobilières des particuliers. Et s'il expose des travaux de viabilisation, voirie, réseau, ces travaux pourront venir en majoration de son prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value. Et si on l'a fait en vue, si l'acquéreur, le lotisseur en tout cas, il a acquis le terrain pour derrière revendre, c'est différent? Là, c'est différent. En effet, dans ce cas, le lotisseur va être imposé au titre des bénéfices industriels et commerciaux, et on ne parle plus de plus-value. Ici, il sera imposé en bénéfices ordinaires, selon le régime des BIC. Donc l'intention spéculative, elle dépend de quoi? C'est de la date d'acquisition? C'est le fait à la date d'acquisition, d'avoir l'intention de revendre, de revendre le bien par la suite, de diviser et de revendre là dans le cadre d'un lotissement. Merci beaucoup, c'était très clair. C'est la rubrique affaires maintenant avec Yvan.